Grosse journée aujourd'hui, de gros sujets, beaucoup de gros sujets à traiter. Et on va commencer par le plus dur parce que si j'en ai déjà parlé, mais là c'est vraiment, ça va au fond des choses. Je rappelle que ça fait je crois 5 ans, c'est pour ça qu'il y a tant d'articles qui sortent sur le sujet. J'ai remarqué que ça fait 5 ans qu'il y a eu les attentats du 22 mars à Bruxelles. Et donc du coup, dans cette optique, ils sortent toute une série d'articles sur les terroristes et la façon de procéder. Et je rappelle évidemment que ici on ne cherche pas à excuser un quelconque comportement. Excuser, c'est bon pour les religions. Non, je rigole bien sûr, mais ce n'est pas l'approche ici que l'on fait. C'est essayer de comprendre pour éviter que ça se reproduise. Parce qu'on a quand même des jeunes qui avaient des amis, qui avaient une famille, qui ne les négligeaient pas, qui avaient parfois des petites amies, parfois des amours, enfin des jeunes qui avaient tout pour être heureux et qui vont terminer par se faire exploser quelque part. Donc, et à tuer, à devenir des monstres. Donc c'est intéressant de voir comment des personnes qui a priori n'étaient pas forcément extrémistes le deviennent. On y va tout de suite et on va parler aujourd'hui de Salah Abdeslam. Investigation, on en avait déjà parlé, ils font des chouettes trucs, investigation quand même. Salah Abdeslam, un petit criminel devenu terroriste connu mondialement. Et quand ils disent petit criminel, vous allez voir, c'est vraiment genre petit. Euh, pour l'opinion publique, le visage des attentats de Paris, c'est lui. Pourtant, Salah Abdeslam n'est qu'un pion parmi d'autres dans ces attaques, dont l'instigateur est plutôt Abdelhamid Abaoud, son meilleur ami. C'est notamment cette proximité entre les deux hommes qui a fait glisser Salah doucement, mais sûrement, vers le djihadisme. Un jeune comme un autre. Et c'est pour ça que ça aurait été en fait d'ailleurs intéressant, si j'ai un reproche à faire, c'est ça, c'est que ça aurait été intéressant de regarder un peu plus largement en fait, parce que là, bah, du coup, ça aurait été intéressant de voir les autres terroristes comment ils sont entrés en contact, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de proches, hein, souvent c'était des jeunes qui étaient proches les uns des autres, mais aussi savoir aussi par exemple comment Abdelhamid Abaoud a pu, euh, a pu être lui-même devenir intégriste en fait. Bref, il y a aussi, parce que j'ai oublié de le dire, un reportage d'1 heure et demie, hein. Donc peut-être que c'est dit dedans, je ne l'ai pas regardé, j'aimerais le regarder, mais bon, la RTBF ne me donne pas les droits, donc malheureusement c'est triste. Un jeune comme un autre, à entendre ses proches, rien ne laissait pourtant présager que Salah Abdeslam intégrerait un jour un groupe terroriste. Dans un témoignage exclusif accordé aux équipes du documentaire, un membre de la famille raconte: au départ, Salah, même s'il est musulman, il sort, il fréquente des filles, il boit de l'alcool. Et ça, rien que ça enlève déjà beaucoup une grosse image, je trouve, qu'on a des terroristes ou rien que ce soit à l'époque, ou que ce soit même aujourd'hui, hein, quand on regarde un peu l'extrême droite, ils ont toujours cette image que ouais, bah, c'était des familles d'intégristes et que du coup les enfants d'intégristes sont devenus eux-mêmes intégristes et ils ont commencé à tuer. Mais non, pas du tout. C'est des familles qui étaient au final assez peaceful en fait. J'ai envie de dire des familles comme des autres. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de tension ni rien hein, dans la famille, mais voilà, regardez, enfin, ils buvaient de l'alcool, ils fréquentaient des filles, c'est pas c'est pas l'image qu'on a d'un musulman intégriste quoi. Même s'il laisse musulman, il s'amuse et il profite de la jeunesse. Et il n'y avait aucune pression du côté des parents. Chacun faisait le ramadan s'il voulait. Chacun avait le droit de faire la prière s'il en avait envie. Il n'a pas eu d'éducation radicale. Même sentiment du côté de son ancien professeur, qui était aussi un voisin de la famille. Il se souvient de Salah comme d'un jeune qui vivait sa vie comme tout le monde. Je n'ai rien détecté qui aurait pu me dire qu'on arriverait à une catastrophe comme celle-ci, regrette-t-il. En voyant les premières images, j'étais en état de choc. Je n'arrivais plus à manger. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est la question que je me pose depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Cet ancien professeur raconte que Salah Abdeslam était effectivement croyant, mais pas radical. Et je trouve ça intéressant, ce côté que bah, finalement le professeur, c'était son prof, mais il a rien vu à l'école, mais c'était aussi son voisin, donc il a même rien vu du côté personnel. Et vous savez, souvent on dit ah oui, mais si ça pouvait pas se voir du côté, à la maison, c'est que ça se voyait à l'école ou inversement, vous voyez, mais non, pas du tout. Et on peut même se demander si finalement il sait pas. Si le problème de la radicalisation, c'est pas que ça va super vite en fait, c'est que le processus va hyper vite. Et que du coup, on n'a pas le temps de le détecter. En tout cas à l'époque, puisque maintenant évidemment
On s'est un peu adapté. Hein. Abdelhamid Abaoud, relation radicale. Parmi tous les éléments qui ont mené Salah Abdeslam à Paris le 13 novembre 2015, une ceinture d'explosifs autour de la taille, ses relations avec son frère, Brahim Abdeslam, et avec Abdelhamid Abaoud ont joué un rôle déterminant. Abaoud, tête pensante des attentats de Paris, est le meilleur ami de Salah Abdeslam. Les deux hommes se connaissent depuis qu'ils ont 10 ans. Son tout premier ami, c'était Abaoud, raconte un membre de la famille. Ses premières connexions, c'était avec lui. Quand il y avait une bagarre, Salah et Hamid étaient toujours ensemble. En grandissant, ce n'était plus un ami, c'est devenu presque un frère. Ils se protégeaient l'un l'autre. Bon, ça, honnêtement, je pense que c'est une chance, hein, voilà, mais c'est pas quelque chose non plus d'impossible, quoi. Enfin, c'est assez courant que deux personnes qui se connaissent depuis très très longtemps deviennent amies à ce point. Avec l'âge, ils continuent à faire les 400 coups ensemble et commettent leur premier petit larcin, comme le raconte le proche de Salah. Dès qu'il y avait une combine à faire, quelque chose d'illicite, quand il y avait des problèmes avec la police, ils étaient tout le temps à deux. Le groupe joue ici un rôle important, comme l'explique le porte-parole du parquet fédéral Frédéric Van Leeuw. Ce sont des jeunes qui ont grandi ensemble, entre lesquels une amitié très forte existe. Il y a une très forte loyauté et ce groupe devient, à un certain moment, criminogène. De petit délit en petit délit, Abdeslam et Abaoud tentent un jour un cambriolage dans un garage du Brabant wallon. Ils échouent, sont arrêtés et passent 1 mois en prison. Donc jusqu'ici, quand on parle de petit délit, je pense qu'à mon avis, la violence est considérée comme un gros délit. Donc je pense que quand on parle de petits délits, c'est des petits vols, des petits... mais voilà, mais sans blesser, sans rien. Hein. C'est juste... et bon, il parlait de bagarre, donc probablement qu'ils se bagarraient. Mais je ne pense pas que c'est dans le cadre de de leur vol, etc. Donc je veux dire, ce sont des petites frappes comme les autres. Moi, ça, personnellement, ça me met à chaque fois, genre, je me dis, mais quoi? Comment tu passes de juste cambrioleur à assassin, à meurtrier de masse? C'est terrible. Quel gâchis. Quand on refait le fil de l'histoire et qu'on voit ce que ça va devenir, on comprend que c'est la rencontre qui a changé sa vie. Après son passage en prison, la famille de Salah Abdeslam fait appel à son ancien professeur pour lui venir en aide. J'ai cherché à ce qu'il ait une réinsertion professionnelle après ça. J'ai essayé de l'épauler. Mais je n'ai pas pu discuter sur son vol, je n'ai pas voulu insister, avoue l'ancien professeur. Il disait que c'était une bêtise, qu'il le regrettait. Au vu de la réaction de son ancien élève, le professeur ne s'inquiète pas. Il est persuadé que c'est un incident isolé, un dérapage de jeunesse. Et évidemment, ça arrive à tous de faire des bourdes. Et pour le coup, je l'ai déjà dit en stream, hein, mais moi ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune de voler des petits trucs par-ci par-là. Alors j'ai pas tenté de cambrioler non plus. J'ai déjà volé par exemple un truc dans un magasin. Ouf, bon bah voilà, c'est des choses qui peuvent arriver quoi. Je veux dire, c'est pas pour autant que tu finis forcément mal quoi. J'ai pas fait de tuerie de masse quoi. Je dis pas qu'il faut le faire, hein, attention, hein, c'est pas ce que je dis, mais je veux dire, jusqu'à présent, le nombre de gens qui ont déjà volé, mais qui n'ont pas mal tourné, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter, quoi. Mais Salah ne va pas vraiment se ranger, même si les parents font des efforts et tentent de ramener leur fils sur le droit chemin, ils perdent le contrôle. Tu peux faire ce que tu veux, si le gars ne veut pas se ranger, il ne se rangera pas. En 2013, Salah et Brahim Abdeslam reprennent le café Les Béguines à Molenbeek. Il va leur servir de couverture pour leur trafic de stupéfiants. Donc ils ont acheté un café pour faire du deal. Je suis en mode, bon, jusqu'à présent, ok, voilà, c'est pas bien, c'est un délit évidemment, mais encore une fois, genre, il n'y a pas de... Derrière, on n'a pas l'impression qu'il y a une organisation terroriste derrière, quoi. Genre, ils font que dealer de la drogue. Je sais pas. Abaoud part en Syrie, le déclic. Jusque-là, on ne perçoit aucun signe de radicalisation chez Salah Abdeslam. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui lui a montré la voie du radicalisme, raconte son avocat Sven Marie. Ah, cet avocat tant apprécié. Un requin. Après, ça reste un avocat, évidemment, donc il doit défendre son client, mais... Bon, bref. On ne lui a pas donné un mode d'emploi. Ce n'est d'ailleurs pas ça qui le préoccupait, à ce moment-là. Comme le raconte un membre de sa famille, c'est quelque chose qui vient bien après. En réalité, tout commence par le départ de son meilleur ami. Début 2013, Abdelhamid Abaoud, quitte Molenbeek, direction la Syrie. C'est à ce moment-là que Salah commence à voir les choses différemment, se souvient le membre de sa famille. Abaoud est le premier du quartier à partir. Tout le monde a vécu ça comme un choc. La période est difficile pour Salah Abdeslam, il se retrouve seul, sans son meilleur ami, son frère de cœur. Le déclic se fait alors dans sa tête, si son meilleur ami est parti en Syrie, pourquoi pas lui? Le départ d'Abaoud, c'est le départ de la radicalisation de Salah. Et vous voyez, c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est qu'en fait, Abaoud, comment ça se fait qu'il est parti en Syrie? C'était son frère de cœur, donc comment ça se fait que même, par exemple, Salah,
n'ait pas dit à Abaoud, mais tu fais une connerie là. Enfin, genre, pourquoi tu pars? Genre, vous vous rendez compte? Enfin, genre, apparemment, même lui, enfin, était peut-être pas au courant qu'il allait partir. Je suppose qu'il se devait déjà en avoir parlé, mais il était pas au courant, quoi. Il est parti du jour au lendemain, le gars. Donc, enfin, bon, bref. Et pourtant, quand Abaoud est médiatisé la première fois, Abdeslam désapprouve son meilleur ami. Il disait qu'il était contre, se remémore son voisin et ancien professeur. Salah disait qu'il ne le reconnaissait pas Abaoud lui-même. Donc forcément, on n'a rien vu venir pour la suite. Et c'est ça qui me fait dire que ça a été super rapide. Ça a été ultra vite. Parce que, enfin, je sais pas, ou alors il mentait. Mais je me dis, tu peux pas mentir comme ça à tous tes proches, en cachant une radicalisation si profonde. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le djihad, c'est quand même la radicalisation bien hardcore, avec la prière X temps, enfin c'est du fanatisme. Vous voyez? C'est un peu comme le nazisme, c'est du fanatisme, donc il y a des choses à suivre, il y a des règles à suivre. Et là, pour le coup, c'était pas le cas. Donc c'est assez surprenant. Radicalisé depuis Bruxelles, Salah Abdeslam ne part jamais en Syrie, mais il garde des contacts avec Abdelhamid Abaoud. Au fur et à mesure qu'Abdeslam se radicalise, son ami lui explique qu'il ne doit pas faire le voyage jusqu'en Syrie. Il avait d'autres projets pour lui, explique un proche. Ces autres projets, on les devine aisément. Salah Abdeslam doit rester en Europe, rester en Belgique pour attaquer l'Europe, confirme son proche. C'est d'ailleurs ce que Brahim Abdeslam, le frère de Salah, va recevoir comme consigne également. Brahim part effectivement en Syrie, mais il est rapidement renvoyé à Molenbeek. Au bout de 10 jours, il est de retour en Belgique, à tel point que son passage dans les rangs de Daesh n'inquiète pas la police. Il n'a pas pu recevoir un entraînement intensif en si peu de temps. En 10 jours. En 10 jours, tu formes des armes qui peuvent tuer des centaines de personnes. C'est un peu flippant. Et d'un autre côté, maintenant qu'on le sait, bah ça va aider quoi. Le retour de Brahim, c'est un soulagement pour la famille, mais en fait, c'est le cauchemar qui les attend. Et pourtant, en 10 jours, Brahim a beaucoup changé. Alors qu'il était extrêmement bavard avant son départ et qu'il racontait à tout le monde qu'il allait partir en Syrie, depuis son retour, le frère de Salah Abdeslam est silencieux et méfiant. Il revient de très loin, donc la famille s'estime chanceuse. C'est un soulagement, raconte un proche. Brahim Abdeslam est devenu plus silencieux. Il ne parle plus de radicalisme. La famille pense donc qu'il a tourné la page, refermé le livre de la radicalisation. Mais en fait, c'est le cauchemar qui les attend. Ce que les autorités et la famille ignorent en effet, c'est que Brahim Abdeslam a reçu en Syrie un plan et des consignes détaillées pour commettre des attentats en Europe. Et il va entraîner son frère Salah avec lui. Le 13 novembre 2015, Brahim Abdeslam se fait exploser au Café Voltaire à Paris, pendant que son frère doit faire de même au Stade de France. Salah Abdeslam ne se fera finalement pas exploser. Il est en cavale pendant 4 mois jusqu'à son arrestation le 18 mars 2016. Et ça, c'est le côté un peu trash en fait. C'est que voilà, encore une fois, comment ça se fait que son frère s'est radicalisé en fait? Comment ça se fait que Brahim est parti? Est-ce que c'est parce qu'il connaissait aussi Abaoud super bien et qu'il l'a cru sur parole étant un espèce de troisième frère? Enfin, qu'est-ce qui explique tout ça? C'est un truc de fou. Je trouve qu'il y a encore tellement d'interrogations en fait. Mais c'est clair que pour Salah Abdeslam, c'est d'une tristesse parce qu'en même temps, voir son frère, pour lequel tu es très proche, et ton meilleur pote partir comme ça pour une cause et revenir probablement avec des mots élogieux pour cette cause et dire que en fait bah voilà ça va devenir il faut faire changer le monde, bah je suppose qu'à je sais plus quel âge il avait, 18 20 ans, ça fait rêver quoi, ça fait rêver. Encore une fois, comprendre n'est pas excuser hein. Genre je comprends sa pensée. Maintenant, ça n'excuse pas ce qu'il a fait. Genre, il est tombé dans un piège, ok, c'est peut-être triste pour lui, mais il a tué plein de gens. Faut arrêter de déconner, hein. Ok? Je veux vraiment être clair là-dessus, hein. Il n'y a pas de recherche, et ça, honnêtement, parce que je vois des gens parfois qui sont contre le terrorisme, enfin, tout le monde est contre le terrorisme, mais certains d'entre eux qui sont en mode, non, il ne faut pas essayer de l'expliquer parce que, voilà, l'expliquer, c'est l'excuser. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est une discipline à faire, c'est important. La police, elle essaye de combattre le terrorisme en voyant comment il fonctionne. C'est pas... je le répète encore, au cas où vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu la précédente, mais c'est pas quelque chose... c'est pas excusé. On arrêtera quand même ces gens, des gens qui planifient des attentats, on les capturera quand même, voilà. C'est pas parce que quelqu'un dans sa vie a été amené suite à des décisions qu'il a... Enfin, ou à pas de chance, on va dire, qu'il a pris la décision d'aller tuer plein de gens, que pour autant, bah non, c'est bon. Allez, il a pas eu de chance, donc on le laisse en liberté. Non, bien sûr que non. Lettre à Yasmina. La seule personne à qui Salah Abdeslam s'est confié sur les raisons de sa radicalisation et la façon dont cela s'est passé,
c'est sa fiancée Yasmina. Quelques jours après les attentats, alors qu'il est en cavale, Salah Abdeslam écrit une longue lettre d'adieu à sa fiancée. Dans cette lettre, il lui explique qu'il a pris l'engagement de servir la cause et de se battre en première ligne afin de venger le sang des musulmans et d'élever la parole d'Allah. Il espère qu'Allah les unira dans l'autre monde. C'est d'une tristesse, je trouve. Ah, mais c'est d'une tristesse, quoi. Vous vous rendez compte qu'il était fiancé, quoi. Il était putain de fiancé. Et il a sacrifié... C'est un gars qui sacrifie toute sa vie pour des conneries, quoi. Pour des connards. Vraiment. Ces gens qui l'ont manipulé sont des connards. Parce que c'est des gens qui profitent de jeunes, en fait. Vous voyez ? Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, quoi. Et je trouve que c'est hyper triste parce que pour écrire à ta petite copine alors que t'es fanatisé et dire comme ça que t'espères que tu seras uni dans l'autre monde, mais vous vous rendez compte, ce mec pense qu'ils vont être unis dans l'autre monde. Vous vous rendez compte à quel point, enfin, il est aveuglé, à quel point c'est fanatisé, quoi. Je trouve, c'est horrible. Un jeune qui se fait exploser, c'est qu'il y croit. Pour Alain Grignard, islamologue et ancien commissaire de la police fédérale, c'est clairement cet espoir d'une vie meilleure ailleurs qui pousse ces jeunes vers les attentats. On leur disait que comme musulmans, ils étaient déjà condamnés d'avance et que c'est pour ça qu'ils étaient en prison, explique l'islamologue. Par contre, s'ils mettaient leur talent de voleur, d'armurier au service de la cause, on leur promettait non seulement que leurs mauvaises actions seraient pardonnées, mais qu'elles l'emmèneraient au paradis. C'est ce discours qui a séduit tant de jeunes selon l'ancien commissaire. Le jeune qui se fait exploser, il y croit. Sinon, il n'irait pas jusque-là. Et ça, je trouve ce paragraphe-là est hyper important. Certains psychiatres disent que ce sont des pulsions de mort. Je ne suis pas d'accord. Ils sont persuadés qu'ils vont monter directement au paradis en se faisant exploser. Ce ne sont pas des pulsions de mort. Et cette phrase-là, vraiment, elle est parlante, je trouve. Elle est hyper parlante. Ce ne sont pas des pulsions de mort, ce sont des pulsions de vie. De vie, finalement, après la mort. Et je me dis, mais quel mal-être ces jeunes devaient ressentir. Enfin, comment on n'a pas pu voir, en fait, finalement, ce mal-être. Est-ce que, finalement, quand je lis ça, hein, ce ne sont pas des pulsions de mort, ce sont des pulsions de vie. Oh, bien sûr, hein, je pense que ça rejoint un peu... Enfin... Ces pulsions de mort, hein, je pense que toutes les pulsions de mort, c'est en espérant que après ce sera mieux. Pour moi, c'est un peu, voilà, c'est tous les suicides sont comme ça. Mais ici, dans ce cadre-ci, ça parle énormément parce que c'est vrai que ces jeunes devaient être tellement paumés pour genre tout sacrifier sur une cause complètement bancale et pétée, parce qu'on va pas se mentir, c'est pété comme cause, quoi. Ouais, si tu te fais exploser, tu vas sauver le monde. Enfin, n'importe qui d'entre nous, je pense. Oui, ok, dans les films, c'est beau, mais on sait que c'est des films, quoi. et là, pour le coup, voilà, je trouve que c'est frappant de tristesse. C'est vraiment du gâchis. Quand je lis ça, je me dis, mais quel gâchis. Et la leçon que j'en retire, c'est finalement quand voilà, je pense que les gens qui sont mal l'expriment tous différemment. Il y en a qui vont tomber en dépression, il y en a qui vont faire plein de choses. Et c'est un peu comme j'en parlais avec le harcèlement. Finalement, il y a ceux aussi qui vont faire du mal autour d'eux, qui vont préférer se battre. Et en l'occurrence, je pense que ça devait être ici un peu le cas des terroristes, en fait. C'est des gens qui étaient tellement mal que voilà, ils faisaient déjà des petites... Ils essayaient de survivre comme ils le pouvaient dans ce monde. Et à un moment donné, voilà, ils ont... À force d'essayer de survivre, ils en ont perdu tout le sens et ils sont fait complètement embrigader dans des idées complètement tarées, folles, qui va finalement les perdre. Les perdre parce que je pense que vraiment quand on arrive à ça, en fait, je pense que là, voilà, quand on parlait par exemple de pardon, mais il n'y a même pas de voilà, une fois que tu t'es embrigadé, il faut toujours faire attention parce qu'une fois que tu t'es mis dans un chemin, parfois ça peut être vraiment un gouffre, quoi, et c'est fini, quoi. Et là pour le coup, ces jeunes, pas juste parce qu'ils sont morts, hein, mais parce que Salah Abdeslam, par exemple, parce que je crois que c'est le seul qu'on a capturé, c'est pour ça qu'à mon avis, il y a un documentaire dessus, vivant, c'est fini, sa vie, c'est fini. Qu'est-ce que... imaginez qu'il renie maintenant tout à coup, et qu'il dise en fait, ouais, j'ai fait une connerie. Mais il est bon pour se suicider, c'est la même chose. Enfin, vous vous rendez compte ? Vous dire que vous êtes un monstre. Personne ne peut vivre avec cette idée. Tout le monde, je pense, tout le monde
relativement sain d'esprit, et a priori, il n'a pas de pathologie, enfin peut-être que maintenant il en a, mais c'est vrai que on peut pas, c'est fini en fait, il pourra jamais revenir en arrière, il pourra jamais dire bah non, ce que j'ai fait c'est de la merde, je pense. Bref, voilà, je trouvais que c'était hyper intéressant comme article. N'hésitez pas évidemment à aller dessus et à regarder le reportage. Hein. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. Vous savez que moi, c'est un sujet, voilà, si vous savez pas pourquoi ça me passionne, je vous envoie à la précédente vidéo où j'en avais parlé. C'est des sujets qui sont importants pour moi, importants à comprendre. Et donc, bah voilà, c'est pour ça que là, pour le coup, on a carrément le cheminement d'un terroriste, donc je trouvais ça important de revenir dessus. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, merci, à bientôt. La peace.